Bienvenue sur Décortica Eco sur ITV. La Chine s'est réveillée. La Chine a éternué. La Chine est au centre du monde et la Chine inquiète. Pourquoi? Simplement parce qu'il y a une épidémie qui aujourd'hui prend les allures d'une pandémie qui interroge le monde et interpelle aussi les consciences. Nous allons voir dans le quotidien ce que justement cette pandémie suscite comme débat, comme difficulté, comme réflexion pratique, mais en même temps aussi nous allons voir de plus près si l'économie sénégalaise souffre ou bien résiste ou a des positions de résilience par rapport à ce qui se prépare en Chine comme étant l'usine du monde qui va s'arrêter de fonctionner simplement parce qu'il y a une épidémie qui inquiète tout le monde. Eh bien, pour ça, nous avons justement avec nous ce soir un pur produit de l'école sénégalaise, un commissaire aux enquêtes économiques, mais qui a fait tout son parcours professionnel dans les milieux onusiens sur des questions justement de commerce. Eh bien, M. Boubacar Mbodj, bonjour. Aujourd'hui, vous êtes le directeur du commerce extérieur. Bonjour, ça fait bien, puisque nous allons parler justement de la question de la crise médicale en Chine avec cette pandémie donc du coronavirus. Mais en attendant, un élément pour voir comment les Sénégalais appréhendent effectivement la pandémie, mais en même temps aussi comment ils s'organisent pour ne pas vivre justement cette difficulté et est-ce qu'ils se préparent à conjurer donc le mauvais sort. Reportage de Kessendo. La Chine, sa muraille et surtout ses affaires. Depuis une dizaine d'années, l'Empire du Milieu gagne du terrain en Afrique, au point de représenter 10,7% de nos importations et d'être devenu le premier investisseur au Sénégal. Seulement, depuis peu, le coronavirus semble s'imposer comme une épine dans le pied de cette amitié, caractérisée jusqu'ici par un partenariat mutuellement avantageux. On ne peut rien faire parce que là, on a des conteneurs en Chine. À chaque fois, on dit qu'il faut vous attendre parce qu'actuellement, il n'y a pas de travail en Chine. Et nous, chaque mois, on fait à peu près 5 à 3 conteneurs. Et ça, c'est des millions. Les marchandises ne viennent plus comme avant. Pour le moment, on les réceptionne petit à petit. Pas de marchandises, pas de transactions. Au Sénégal, de nombreux industriels, transporteurs et commerçants voient leurs activités tourner au ralenti. Et hors de nos frontières, la situation n'est pas meilleure. Impossible également pour les professionnels de se déplacer pour négocier leurs contrats, rencontrer leurs partenaires commerciaux ou encore pour s'approvisionner. Pour le moment, il y a beaucoup de compagnies aériennes, ils ont annulé même le vol pour aller en Chine. Ils ne l'acceptent même pas. Les commerçants, ils voyagent en Chine pour acheter les marchandises pour vendre ici. Eux, ils ne partent pas. Ils ne partent plus pour le moment. C'est un peu compliqué parce qu'à cause de ça, ils ont bloqué beaucoup de marchés en fait. Les marchandises, ils l'amènent ici et ils vendent. Et ça lui pénalise aussi. Au Sénégal, la plupart des produits manufacturés sont de fabrication chinoise. Cette quasi mise à l'arrêt met en péril le commerce extérieur de la deuxième économie mondiale, mais aussi tout notre système de consommation. Si vous voyez les types de produits qui sont importés de la Chine, c'est des produits bon marché, accessibles, parce que nous sommes un pays avec une classe moyenne assez encore faible. Et ces produits permettent aux populations diminuées de pouvoir avoir accès à ces types de produits de seconde qualité. Mais vous voyez tous que depuis un certain temps, on voit l'augmentation de certains produits de première nécessité. On a vécu l'augmentation du prix de l'électricité, on a vécu ici, et récemment, on a lu que les produits tels que l'huile, le sucre commençaient à prendre l'ascenseur, à augmenter. Donc, ce qui veut dire que ça va encore amener de l'inflation et ça va impacter le pouvoir d'achat des ménages. Des alternatives, certains industriels ont d'ores et déjà été obligés d'en trouver. Une réorganisation d'urgence qui, ils l'espèrent, ne sera que provisoire. Ces derniers temps, depuis 4 ou 5 ans maintenant, la Chine est devenue la destination phare de tous les commerçants et quel que soit leur niveau, que ce soit ceux qui font du négoce jusqu'aux grandes entreprises. Pour éviter que leur commerce ne s'arrête,
Donc ils passent par Istanbul, s'approvisionner, ou bien par Dubaï. Voilà. Ils peuvent trouver leurs produits, ou bien, non pas la totalité, mais une partie de leurs produits, ils peuvent le trouver à Dubaï, à Istanbul. Il y a des bagages à Dubaï, il y a des bagages en Chine, mais aussi s'il y a toujours le coronavirus en Chine, Dubaï, il n'y aura pas de business. Parce que Dubaï, c'est un marché mondial. Sinon, en Turquie, il y a des fabriques. Ça, c'est moins compliqué. Mais Dubaï, il n'y aura pas... la plupart des marchandises de Dubaï venant de la Chine. Hein. Pour l'instant, l'État du Sénégal n'a encore pris aucune mesure restrictive pour stopper les importations en provenance de l'épicentre de l'épidémie. Si le ralentissement des échanges commerciaux venait à perdurer, nos marchés seraient sans aucun doute frappés par l'inflation, notamment dans les domaines du textile et de la technologie, avec des conséquences sur les services fournis aux populations. S'il y a plein de bagages au Sénégal, le prix devient moins cher. S'il n'y a pas beaucoup de bagages, les fournisseurs augmentent le prix. C'est ça, quoi. Ça, c'est le système sénégalais. Voilà, merci Kessen avec cet élément qui nous introduit justement dans le vif du sujet sur la pandémie du coronavirus en Chine, mais qui a maintenant une ramification presque mondiale. Monsieur Mbodj, vous venez de suivre justement l'élément de Kessen qui a interrogé des Sénégalais opérant dans les secteurs de l'industrie et sans doute du commerce, donc des échanges. Alors, ce qui se passe en Chine suscite beaucoup d'interrogations. Avons-nous des raisons d'espérer ou de désespérer? Bonsoir, M. Ndiaye. Avant tout, permettez-moi de saluer les téléspectateurs et surtout vous remercier pour l'opportunité que vous m'offrez de parler de cette pandémie de coronavirus. Effectivement, le reportage renseigne à suffisance et on a entendu les opérateurs économiques et leur sentiment est partagé un peu partout parce que nous sommes quand même face à un cas inédit et pour le moment, on en est au début des évaluations et on ne peut peut-être que se ranger à l'avis de certaines structures qui font autorité. Il y a le ministère de la Santé qui, pas plus tard qu'hier, a sorti un communiqué pour informer sur le caractère vraiment maîtrisé de la situation et qu'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de raison de s'inquiéter outre mesure. Donc, mais qu'à cela ne tienne, nous devons quand même parer au plus urgent en mettant en place les mesures de vigilance qui s'imposent. Alors, vous êtes le directeur donc, du commerce extérieur. Qui dit commerce dit échange. Nous échangeons beaucoup avec la Chine. La Chine exporte vers nous beaucoup de produits. Nous également, nous avons sans doute aussi des produits que nous exportons vers la Chine. Mais au milieu de cette situation que nous vivons en ce moment, quel est le tableau que vous dessinez? Bon, tout d'abord, c'est souligner l'importance de la Chine sur l'économie sénégalaise. La Chine, c'est notre deuxième fournisseur. C'est-à-dire nous importons, après la France, notre deuxième fournisseur et notre 7e client. C'est-à-dire c'est notre 7e partenaire à l'exportation. Donc c'est dire vraiment le poids que représente la Chine dans nos échanges extérieurs. Nous importons essentiellement de Chine toute la gamme de produits de consommation, en partant des produits de consommation courante, en passant par les biens d'équipement, les biens de construction. Donc c'est vraiment une gamme très variée. Et aujourd'hui, effectivement, on a un peu observé un ralentissement des commandes. Parce que pour une raison très simple, actuellement en Chine, l'activité est au ralenti. Il y a des mesures de confinement, certains fabricants ont arrêté de produire et cela est évident que cela aura un impact sur les carnets de commandes. Et pour l'exportation également, la Chine c'est un partenaire important pour le Sénégal. Je l'ai dit, c'est le 7e client à l'export et nous exportons essentiellement les produits de la pêche, le titane, le zircon, mais essentiellement également les produits arachidiers. Alors, avez-vous rencontré donc les opérateurs dans les deux pays pour au moins faire le bilan d'étape, n'est-ce pas, de la situation actuelle qui prévaut? Avez-vous rencontré des acteurs économiques sénégalais pour leur dire stop, plus personne ne peut justement exporter des produits vers la Chine et inversement? Non, c'est-à-dire à ce stade où nous sommes, il n'y a pas encore de restrictions dans les échanges. Les restrictions concernent plutôt les mouvements de personnes, puisque ce sont les personnes qui peuvent porter la souche, donc qui peuvent être vecteurs. Donc ce qui se passe par exemple au Sénégal, on a le ministère de la Santé qui a mis en place un comité qui se réunit chaque semaine. Je pense que hier, vous avez entendu justement un communiqué du ministère de la Santé. Et sur cela dénote de la vigilance. Mais pour le moment, nous n'en sommes pas encore aux restrictions
des échanges commerciaux. C'est-à-dire aujourd'hui les recommandations que donne le ministère de la Santé, l'OMS, c'est-à-dire l'Organisation mondiale de la santé, ne sont pas de nature à aller au-delà des simples mesures de contrôle du mouvement des personnes. Ils ont quand même relevé un peu l'échelle en parlant maintenant d'urgence sanitaire mondiale. Urgence sanitaire mondiale, mais pour autant c'est-à-dire dans le cas d'espèce, il est aussi bon de contingenter les mesures par rapport à la menace. Mais aujourd'hui, la menace, c'est quoi? C'est la propagation par le mouvement des personnes. Et à ce niveau, on a déjà pris quand même, comment dirais-je, les dispositions. Oui. Par exemple, cette restriction du mouvement des personnes peut affecter certains pays. Par exemple, la Chine, par exemple, c'est 40% du tourisme mondial. Mais nous, dans notre profil touristique, la Chine n'est pas vraiment un client de choix. Donc à ce niveau, vraiment, l'impact est très limité par rapport. L'autre préoccupation, c'est vrai que bon, pour ceux qui doivent aller en Chine, passer commande, aller faire de la prospection, forcément, ils seront limités dans leur mouvement. Autrement dit, la mise en quarantaine de la Chine aujourd'hui ne se limite qu'au mouvement des personnes en ce moment. Oui, pour le moment, c'est au niveau du mouvement des personnes. Mais quand la Chine, dont on me dit qu'elle est l'usine du monde, arrête de produire, ça impacte également aussi peut-être les autres pays qui sont plus ou moins dépendants justement de cette Chine. Non, ça impacte, mais pour le moment, on ne peut peut-être que faire des projections. Parce que quand même, on est un peu dans l'immédiateté de la situation. Donc c'est vraiment aller trop vite en besogne que de vouloir dire précisément l'impact. Mais il y a des projections. Par exemple, on nous annonce cette année que la Chine, pour la première fois, va descendre, sa croissance va descendre pour la barre de 6%. Donc ça, c'est un fait. Et aussi, on a annoncé des fermetures d'usines. Par exemple, Foxconn, qui produit les iPhones, est à l'arrêt. La plupart des travailleurs, le nouvel an chinois s'est prolongé. Et aujourd'hui, en Chine, la période de consommation la plus faste, c'est pendant le nouvel an chinois. Donc, il n'y a pas pratiquement de consommation. Donc, ça veut dire, sur justement les exportations de la Chine, il y aura effectivement, pour le moment, conjoncturellement, un certain ralentissement. Mais il est à espérer que cela ne puisse pas, en tout cas, que ce qu'a annoncé l'OMS puisse être la situation, c'est-à-dire que la propagation n'aille pas au-delà et qu'on arrive à une maîtrise totale de la pandémie. Sinon, au-delà, il y a un risque effectivement de contraction de la demande chinoise. Et qui dit contraction, parce que la Chine, c'est quand même le premier importateur de matières premières. Et nous, Sénégal, nous exportons essentiellement des matières premières sur le marché chinois. Alors, vous avez décrit un peu comment la Chine s'organise justement par rapport à cette pandémie, mais en même temps aussi peut-être la façon dont le monde regarde maintenant la Chine. Est-ce qu'à l'intérieur du Sénégal également, il y a des dispositions qui sont prises, ne serait-ce que pour élaborer des scénarios qui nous permettent donc de faire face éventuellement à une amplification justement de cette pandémie? Oui, déjà au plan des mesures administratives, parce que je rappelle quand même que ce n'est pas la première crise de pandémie que vit le monde. Je donnerai l'exemple de la grippe aviaire en 2003. Oui, lorsque cette pandémie est survenue et qu'effectivement l'urgence mondiale a été décrétée au niveau de l'Organisation mondiale du commerce, des mesures administratives ont été prises et depuis lors, justement, il y a une restriction des importations de produits avicoles. Et cela n'a pas été mauvais pour autant pour l'économie sénégalaise, puisque en même temps, cela a permis de booster la production de l'aviculture sénégalaise. Donc il y a toujours ces phénomènes de correction. Et je vous ai parlé tantôt de la structure de nos importations avec la Chine. Pour l'essentiel, c'est des biens de consommation courante. Oui. Et ces biens, on peut bien les importer ailleurs. Mais vraiment, le gros risque, c'est la contraction de la demande chinoise. Parce que déjà, ça, c'est une autre crise qui vient s'ajouter à un contexte de ralentissement déjà structurel. La Chine, maintenant, ne connaît plus ses taux de croissance à 2 chiffres. Ajouté à ça, il y a la guerre commerciale avec les États-Unis. Ouais. Et ça, c'est une énième crise qui vient se rajouter. Et aujourd'hui, la Chine, comme je l'ai dit, c'est l'essentiel de la demande en matières premières. Donc il y a un risque de contraction de la demande et en même temps de chute des cours des matières premières. Alors, Boubacar, vous avez une longue expérience justement du commerce international. À ce stade précis où effectivement la Chine est confrontée à ces difficultés-là, comment peut-on imaginer des scénarios de sortie de crise pour la Chine en termes de projection? Des scénarios de sortie de crise pour la Chine ou pour nous, comment nous allons nous adapter? Oui. D'abord, nous pouvons nous adapter, mais également comment la Chine pourrait rebondir pour reprendre justement ses positions antérieures.
En tout cas, nous, à notre niveau, déjà, je pense que la dépendance aux matières premières était devenue un souci, en tout cas dans le cadre de la mise en œuvre du PSE. Et c'est ainsi d'ailleurs que parmi les indicateurs que nous suivons, on a cette projection-là de faire porter la part de nos produits manufacturés à 45% dans nos exportations. Parce qu'essentiellement, nous exportons les matières premières. Aujourd'hui, que ce soit la Chine ou un autre pays, nous, notre volonté, c'est vraiment qu'il y ait un changement de tendance, qu'on puisse exporter davantage de produits manufacturés. Et l'autre élément, c'est que aussi on observe quand même, depuis un certain temps, une certaine réorientation de nos exportations vers le marché africain, qui est un marché dynamique et où des dispositifs d'intégration régionale se mettent en place. Aujourd'hui, je vous apprends déjà que l'Afrique, c'est 40% de nos exportations. Et là où nous peinons sur le reste du monde à exporter des produits manufacturés, en Afrique, nous exportons essentiellement des produits manufacturés. Donc aujourd'hui, nous travaillons. C'est-à-dire, ce scénario, je ne peux pas dire que c'est du pain béni pour nous. N'est-ce pas? À quel point malheur est bon? Bon, je ne dirais pas, ce serait vraiment très cynique, parce que aussi la Chine, bien sûr, la Chine a porté la croissance mondiale. Tout à fait. La Chine, c'est 20% du PIB mondial, c'est 11% des importations. C'est important quand même. Donc si la Chine est affectée, ça veut dire que quelque part, les échanges mondiaux seront affectés. Tout à fait. Mais d'où justement cet enjeu de davantage miser sur le marché africain à la faveur justement de la zone de libre-échange continentale que nous mettons en place. Et par ailleurs, justement, par rapport à cette préoccupation-là de diversifier la structure de nos exportations, nous avons mis en place des stratégies de pénétration de marché, mais également des stratégies pour valoriser davantage les produits à l'exportation. Donc c'est autant d'éléments qui font que ça c'est quelque chose de purement conjoncturel, mais nous à long terme, nous voulons vraiment réduire cette dépendance-là à ces grands marchés qu'est la Chine. Alors, Boubacar. Par exemple, je donnerai l'exemple, la Chine aujourd'hui, le premier produit que nous exportons là-bas, c'est le produit arachidier, c'est l'arachide. Oui. La dernière fois, vous avez entendu le ministre de l'Agriculture annoncer des mesures pour justement interdire les exportations. Et cela permettra, donc dans un contexte où la Chine, volontairement même, ne va plus importer des arachides, cela va avantager notre production nationale, notre industrie de la transformation qui pourra avoir la sécurité de l'approvisionnement. C'est ce que nous avions toujours appelé de nos voeux. Donc voilà un impact positif, sans être cynique. Non, il n'y a pas de cynisme dans ça, c'est peut-être simplement un réajustement qu'il faut faire à tous les niveaux. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on peut apprendre? Parce que vous êtes aussi un homme d'expérience. Qu'est-ce qu'on peut apprendre justement de la crise, de la pandémie justement du coronavirus pour nous Sénégalais ou pour nous Africains? Quelles sont les leçons qu'on peut tirer justement de cette situation que vit aujourd'hui la Chine? Les leçons qu'on peut tirer, c'est que malheureusement, dans une économie globalisée, l'économie mondiale globalisée, on ne peut pas être à l'abri de ce genre de circonstances. Voilà, donc on est interdépendants. Maintenant, ce qu'il faut saluer, c'est vraiment la réaction énergique de nos autorités, le ministère de la Santé, qui, quand même, nanti de son expérience de la gestion de ce genre de crise, a mis en place des mesures pour faire face. Mais nous aussi, ce que nous devons apprendre, c'est-à-dire il y a ce risque-là d'une forte exposition à un marché extérieur. Et je pense que même le reste du monde est en train de l'apprendre à son dépens. Donc d'où justement cet enjeu de travailler d'abord à diversifier les partenaires. De sorte que justement, quand ce genre de crise survient, en tout cas, on pourra amortir l'impact en se déportant sur d'autres marchés. Et je pense que c'est ce que je venais de vous dire. Nous y travaillons avec des stratégies réfléchies, avec comme objectif immédiat de consolider notre conquête du marché africain, où nous sommes quand même parmi les rares pays qui arrivent à, en tout cas, accroître leurs échanges au niveau régional. Les opérateurs et les industriels sénégalais, sans doute chacun d'entre eux a un vécu par rapport à la Chine. Mais vous, au niveau du pilotage stratégique, qu'est-ce que vous pouvez préconiser pour peut-être amener ces gens à être conscients d'abord du danger, de la menace, mais en même temps aussi peut-être de la nécessité de réorienter un peu leur stratégie justement vers d'autres, disons des paramètres qu'on peut mettre en place avec eux? Comme je vous ai dit, on ne pourra pas se passer de la Chine. Ça, je pense que ce serait illusoire parce que quand même, un pays qui pèse 20% de l'économie mondiale, ce n'est pas rien. Mais par contre, on peut réduire notre dépendance de ce pays. Et c'est ce que je venais de vous annoncer. Nous y travaillons avec des stratégies. Aujourd'hui, la démarche, c'est quoi? Plutôt que
de s'enfermer quelque part, d'écrire une stratégie. Nous voulons avoir une stratégie proactive. Oui. C'est-à-dire nous allons à la rencontre des entreprises pour justement les informer sur les possibilités de diversification par rapport aux analyses que nous effectuons et en même temps aussi leur offrir une possibilité d'accompagnement pour aller à la conquête d'autres marchés. C'est ce que j'appelle la diversification des partenaires et nous y travaillons. Nous avons des outils pour ça. Mais pour cela, il faudrait qu'on puisse accroître davantage la sensibilisation vers nos opérateurs économiques pour justement les amener à pouvoir se diversifier sur ces autres marchés. Ça, nous le faisons. Et je pense que nous y travaillons. Et comme je vous ai dit, particulièrement le marché africain, pour une raison très simple. Le marché africain, c'est le marché aujourd'hui qui est le plus dynamique, avec une population estimée à 1,2 milliard et qui sera portée à 2,5 en 2050. Une zone de libre-échange qui se met en place, donc qui va abolir les barrières aux échanges. Donc c'est autant d'opportunités qui font qu'aujourd'hui, pour nous Sénégalais, nous avons intérêt à davantage privilégier le marché africain. Il y a également d'autres marchés où le Sénégal a les mêmes facilités d'accès que la Chine. Je pense au marché américain où nous avons l'initiative AGOA, mais que nous n'exploitons pas comme il faut. Où nous avons le marché européen, où nous avons l'initiative Tout sauf les armes. Mais on est très loin d'exploiter tout le potentiel qui nous est offert. Il y a également les autres régimes de préférence offerts par exemple par le Canada, dont le Premier ministre sera là et avec lequel on va évoquer justement cette préoccupation d'accès à leur marché. Parce que notre objectif, certes, c'est d'importer pour améliorer le bien-être de nos consommateurs, mais aussi on a ce souci de rééquilibrer la balance commerciale quand même qui a un niveau de déficit préoccupant. Passons aux actes. Il ne s'agit pas simplement de procéder à des réflexions stratégiques et peut-être bon de les mettre dans les tiroirs. Mais maintenant, c'est de procéder aux actes. D'autant qu'effectivement, maintenant, il y a une opportunité à quelque chose malheur et bon. Je veux dire, il y a des opportunités qui se présentent. Mais vous qui assurez sans doute la coordination, sans doute de nos initiatives, peut-être bon, pour mieux asseoir notre balance commerciale, c'est le moment. Bon, les actes, je pense que nous y sommes. Je vais vous citer au moins 4 filières pour lesquelles nous avions un niveau d'importation net, mais qui à la longue ont vu en tout cas le poids des importations considérablement réduit. Je vous donne l'exemple de l'oignon, où l'État quand même a consenti des investissements conséquents qui nous ont permis justement de porter la satisfaction des besoins de consommation par la production nationale à 8 mois. Avant, c'était 2 mois. 2 mois, 3. C'est pareil pour la pomme de terre, c'est pareil pour la carotte, le riz également, avec les chiffres de production que nous connaissons. Donc là, ça fait sens. C'est-à-dire que le Sénégal est en train véritablement à travailler, à faire émerger des filières qui pourront nous permettre de réduire justement... Il y a de réels débouchés, vous voulez dire? Oui, il y a de réels débouchés. À telle enseigne qu'aujourd'hui, pour l'oignon, on est passé de producteur à exportateur. Actuellement, au niveau de la direction du commerce extérieur, nous sommes en train de mettre en place une stratégie de coopération commerciale avec tous ces pays avec qui nous avons une balance commerciale déficitaire. L'idée, c'est quoi? D'aller à la rencontre de nos entreprises qui nous disent concrètement, de manière terre à terre, moi je suis présent sur tel marché, mais il y a une possibilité que je puisse augmenter mes exportations, mais pour cela, voilà, il faudrait que vous m'aidez à justement contourner telle ou telle contrainte. Et justement, ces données-là que nous allons remonter auprès de nos entreprises, c'est cela qui va constituer le cahier de charges pour nos autorités quand ils vont aller faire des actions diplomatiques. Je pense qu'il y a une embellie qui est devant nous. Il suffit simplement peut-être de regarder maintenant comment organiser tout cela pour que cette embellie s'inscrive dans la durée. Mais au-delà de ça, les vraies potentialités du Sénégal, c'est dans le secteur de l'agriculture, dans le secteur des services ou c'est dans le secteur industriel? Bon, le Sénégal, c'est connu, c'est un pays de services. Les services pèsent énormément. La croissance a été portée pendant de longues périodes par les services télécoms, les services financiers, le tourisme. Mais quand même, à la faveur de la mise en place du PSE, l'accent a été mis pour développer des secteurs tels que l'agriculture, le tourisme, l'habitat, donc qui sont aussi des secteurs porteurs. Et je pense justement que c'est cette performance-là observée au niveau de l'agriculture qui a permis justement de porter le taux de croissance à 7%, 6% en moyenne depuis la mise en place de la première phase du PSE. Donc ça veut dire qu'au niveau de ces secteurs, on est en train véritablement de voir des capacités émerger. Et d'ailleurs, c'est ce qui a permis pour des filières telles que l'oignon, la pomme de terre, la carotte,
d'avoir en tout cas une production nationale qui satisfasse pour l'essentiel des besoins de consommation du Sénégal. Et qui pourraient probablement être justement des produits compétitifs sur les marchés justement émetteurs. Mais très compétitifs, oui. Parce qu'on ne peut pas envisager les exporter si le produit n'est pas compétitif. Oui, parce qu'à un moment donné, effectivement, il y avait une mauvaise image justement de l'arachide à cause de l'aflatoxine, par exemple. Mais pour ça, maintenant on a une maîtrise de cette question. L'État a mis en place des programmes pour résorber. Mais aujourd'hui, ce que nous exportons, que ce soit les produits finis d'arachide, il n'y a pas, c'est exempt d'aflatoxine. Ça, en fait, c'est des problèmes qui sont là, qui sont bien identifiés. Et comme vous avez dit, on passe aux choses concrètes et nous sommes dans le concret, en relation avec les opérateurs économiques. Tout à fait. Ce concret d'ailleurs m'amène à m'arrêter un instant sur justement le renversement de perspective en direction justement de l'Afrique avec la zone de libre-échange. Vous dites que maintenant, sans doute, les exportations sont à hauteur de 40%, ce qui est fort intéressant. On a envie de dire, maintenant, allons-y. L'Afrique est une grosse terre d'opportunités et pourquoi ne pas pénétrer justement l'Afrique de l'intérieur plutôt que de regarder l'extérieur qui est sans doute voilà, des marchés maintenant surannés. Déjà, c'est des marchés matures. Par exemple, même la Chine, hein, avec ou sans cette crise ou avec ou sans guerre commerciale, oui. On avait déjà une tendance structurelle à la réduction de la croissance. Et la Chine même était en train de miser sur la demande intérieure. Et donc aujourd'hui, la plupart de nos marchés traditionnels d'exportation, c'est des marchés où la croissance est atone. L'économie est atone, alors qu'à côté, on a le continent africain où nous ne rencontrons pas les mêmes barrières. Aujourd'hui, le Sénégal, sa balance commerciale avec le reste de la CEDEAO est largement excédentaire. Donc, ce qui veut dire que les mêmes facilités d'accès qui seront aménagées au niveau du continent africain, oui, permettront justement à nos exportateurs de pouvoir aller à la conquête de parts de marché. Vous y préparez sans doute les hommes et les femmes. Oui, mais nous y préparons. Déjà, je vous apprends que le 25, on va valider notre stratégie ZLECAF, donc c'est la stratégie de mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale. Oui. Une stratégie dont le volet le plus important, c'est vraiment l'amélioration de la compétitivité et le renforcement des exportations. Alors, le plan Sénégal émergent, vous l'avez cité tantôt dans votre propos préliminaire, le plan Sénégal émergent insiste beaucoup sur la qualité des ressources humaines. Et je présume que dans le processus de transformation des produits du cru, il y a lieu peut-être sans doute encore de requalifier tout le personnel, je veux dire les manœuvres, les contremaîtres, en fait tous les agents intermédiaires qui interviennent effectivement dans les processus de transformation des différentes filières. À ce stade et à ce niveau, que comptez-vous faire, ne serait-ce que pour renforcer la perspective en Afrique? En réalité, ce dont nous avons besoin, ce n'est pas beaucoup d'ingénieurs, mais c'est plutôt des techniciens qui sont là, qui sont prêts à mettre la main à la pâte. Donc, et je pense que ça, c'est une préoccupation que nous n'avons pas perdu de vue. Avec le ministère de la formation professionnelle, le ministère en charge du PSE, on a engagé la réflexion et nous y travaillons. L'autre élément, je voulais aussi faire l'annonce. On va bientôt procéder au lancement d'une initiative qui consistera à, en tout cas, essayer d'inculquer la culture entrepreneuriale chez nos jeunes au niveau des lycées. Parce qu'on s'est dit, au lieu d'orienter nos jeunes seulement dans les clubs anglais et autres, on ferait mieux de les orienter dans l'esprit d'initiative. Donc les clubs entreprises au niveau des lycées et collèges. Voilà. Ça également, nous y travaillons. Voilà. Mettons la main à la pâte et travaillons dur pour être peut-être demain un pays non seulement émergent mais un dragon. Et je crois que c'est sur ces mots que prend fin l'émission Décortica Eco, consacrée effectivement à la pandémie donc, du coronavirus en Chine, mais qui pourrait sans doute impacter nos économies. Eh bien, nous avons eu à faire un large tour d'horizon avec un éminent spécialiste du commerce international, M. Boubacar Mbodj. Rendez-vous dans 15 jours pour une autre émission Décortica Eco.